pour dire que j'ai pas le même talent que Clément Fraise, mais bon, c'était quand même sympa à faire. Tout ça pour vous introduire le sujet du jour qui est: est-ce que vous saviez que la série Kaamelott peut être analysée de façon tout à fait pertinente avec les mêmes mathématiques qu'on utilise pour décrire les écosystèmes? Dans les écosystèmes, vous avez des espèces qui habitent dans différents endroits. Et bien dans Kaamelott, il y a des personnages qui habitent dans différents épisodes. Et de la même façon qu'on peut comparer des écosystèmes entre eux sur la base des espèces qui y habitent, eh bien on peut tout à fait comparer les différents épisodes de Kaamelott et les différents livres sur la base des personnages qui y figurent. Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce que c'est l'intérêt? Eh bien, quand on fait de l'écologie numérique, qui est mon métier, on essaie de comprendre l'environnement avec les stats. On essaie de comprendre l'histoire qu'il y a derrière les données qu'on récupère. Et ici, on est dans le cas inverse. On connaît l'histoire de Kaamelott et on peut s'amuser à voir à quel point les outils statistiques arrivent à retrouver les bouts de l'histoire de Kaamelott. Comment est-ce que les mathématiques représentent l'histoire? Et on va se rendre compte que les données sont structurées exactement de la même façon dans la nature et dans Kaamelott. Dans la nature, les espèces habitent différents habitats. Pour des micro-organismes, un habitat, ça peut être une touffe d'herbe, par exemple. Et ces habitats sont eux-mêmes contenus dans un ensemble plus grand qui est un écosystème. Un écosystème, ça décrit l'assemblage d'un groupe d'espèces habitant sur une aire de répartition délimitée, et il va exister des interactions entre les espèces et le milieu sous forme de flux d'énergie, par exemple la nourriture, qui mange qui ou qui mange quoi. Par exemple, une prairie, c'est un écosystème, une forêt, c'est un écosystème, etc. Un assemblage de plusieurs écosystèmes, c'est ce qu'on appelle un paysage. Ici, vous pouvez voir par exemple un paysage qui est composé de plusieurs écosystèmes. Vous avez de la forêt, vous avez de la prairie, vous avez du champ cultivé, etc. Ça, c'est un paysage. Eh bien, dans Kaamelott, il y a des personnages qui habitent des épisodes. Et ces épisodes sont eux-mêmes contenus dans des livres qui sont des saisons, puisque dans Kaamelott, les livres sont des saisons. Et l'ensemble de ces saisons va former le paysage Kaamelott. Ouais, je sais bien que dans le titre, j'avais dit l'écosystème Kaamelott, mais si j'avais dit le paysage Kaamelott, j'aurais perdu du monde, donc le paysage Kaamelott. Mieux encore, ces boîtes sont agencées sur un axe temporel, qui est la date de parution ou la chronologie de l'histoire, parce que je vous rappelle que le livre 6 se déroule avant le livre 1 dans la chronologie de Kaamelott. En écologie, on peut dire que c'est un gradient, c'est-à-dire que les sites ou les échantillons, ici nos épisodes ou nos livres, sont agencés le long d'un paramètre qui change. Ça peut être l'altitude, ce type de gradient. Par exemple, des échantillons répartis sur une pente de montagne, eh bien, vont être répartis sur un gradient altitudinal, qu'on peut représenter de la sorte. Un autre gradient qu'on peut avoir, c'est la distance par rapport à un cours d'eau, ça peut être la température, etc. Dans le cas de Kaamelott, on est plutôt dans le cas de ce qu'on appelle une chronoséquence, c'est-à-dire que les échantillons sont répartis dans le temps. Et un exemple typique de chronoséquence qu'on a en écologie, c'est le retrait glaciaire. Quand un glacier recule, il découvre la roche nue, sur laquelle va ensuite se développer un sol, de la végétation, etc. Les sites les plus loin du glacier sont les plus vieux, parce qu'ils ont été découverts par la glace il y a longtemps, et les sites les plus proches du glacier sont les plus jeunes, parce qu'ils ont été découverts récemment par la glace. Ici, sur cette photo, vous pouvez voir le glacier d'Easton, et la ligne noire, écrite 1985, représente l'endroit où arrivait la glace en 1985. La flèche rouge pointe l'emplacement de la glace au moment où la photo a été prise. Si on prend des échantillons représentés par des points bleus depuis la glace jusqu'à l'endroit où le photographe prend la photo, eh bien on a une chronoséquence, on a une dimension temporelle, et d'ailleurs on peut voir que la végétation change. Il n'y a pas de végétation sur les jeunes sites et la végétation pousse à mesure que les sites vieillissent. Donc on a une chronoséquence qu'on pourrait représenter de la même façon que la temporalité de Kaamelott, de cette façon. Donc bon, comment on analyse tout ça? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la liste de tous les personnages présents dans chaque épisode, voire dans chaque scène. On va en quelque sorte regarder la biodiversité des épisodes. On va créer un tableau dans lequel les colonnes sont les personnages et les lignes les épisodes. Et quand un personnage est présent dans un épisode, on va mettre 1, et quand il n'est pas présent, on va mettre 0. Pour ça, j'ai récupéré tous les scripts de tous les épisodes sur ce site web, donc ça a été fait par des bénévoles, et vous voyez qu'il y a la liste de tous les épisodes de toutes les saisons. Et puis quand vous cliquez sur un épisode, vous avez le résumé et puis le script. Voilà. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout récupéré ça, donc j'ai créé un petit programme pour récupérer tout ça, et j'ai à chaque fois utilisé le texte en gras pour récupérer les personnages qui sont présents dans chaque épisode. Et j'ai même découpé en scènes, puisque les astérisques, ici, permettent de délimiter les scènes. Donc assez pratique. Maintenant on a un problème. Moi j'aimerais bien construire un tableau, par exemple j'ai une colonne Arthur, et les lignes ça correspond à des scènes, et je mets 1 quand Arthur il est présent dans la scène. Le problème, c'est que le texte en gras, il n'est pas toujours propre. Des fois, c'est écrit Arthur, des fois, c'est écrit par exemple Arthur reculant. Et parfois, il y a une faute de frappe, ça va être écrit Arthur sans le H. Et moi, je dois faire comprendre à mon programme que toutes ces choses, c'est le même personnage, Arthur Pendragon.
Comment je fais? Eh bien, j'ai utilisé un algorithme d'alignement de séquences qu'on utilise quand on fait ce qu'on appelle du métabarcoding, et vous allez voir, c'est hyper con. En écologie, quand on veut cartographier les micro-organismes du sol, par exemple, on va prendre un bout de sol et on va choper tout l'ADN qu'il y a dedans. On va se retrouver avec des millions et des millions de séquences ADN qui appartiennent aux différents microbes qui vivent dans notre bout de sol. Et pour mettre des noms sur ces fragments d'ADN, eh bien, on va les comparer à une base de données de référence. Et pour chaque fragment d'ADN trouvé dans notre sol, on recherche dans la base de données la séquence ADN qui lui ressemble le plus. Et si la ressemblance elle est assez grande, on considère que ces deux séquences appartiennent à la même espèce et donc on met un nom. Ici par exemple, on voit que la première séquence, en bleu, eh bien elle ressemble fortement à la séquence de droite, aussi en bleu sur la base de données, qui est une séquence d'acariens, à 2 lettres près. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit que la première séquence de l'échantillon, c'est un acarien, et donc on va dire que l'acarien est présent dans l'échantillon. Ici j'ai fait pareil, j'ai construit une liste de tous les personnages importants de Kaamelott, et pour chaque texte en gras, je regarde à quel nom il ressemble le plus. Par exemple, ici, Arthur reculant et Arthur sans H, ça ressemble le plus à Arthur Pendragon par rapport à Guenièvre et Perceval. Voilà comment j'ai fait. L'algorithme que j'ai utilisé s'appelle l'algorithme de Smith-Waterman, et c'est très exactement l'algorithme qu'on utilise quand on fait de l'alignement de séquences en métabarcoding dans la recherche. Ok, donc on a notre beau tableau maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, on peut faire une petite carte des apparitions, et voilà ce que ça donne. Et je vous ai fait ce magnifique graphe, où l'axe horizontal correspond au temps, chaque unité correspond à un épisode, et verticalement on a les personnages qui sont classés par quantité d'apparitions, donc les personnages tout en haut sont ceux qui apparaissent le plus, et tout en bas ceux qui apparaissent le moins dans toute la série. Quand un personnage est présent dans un épisode, il y a un point, et ici les couleurs correspondent aux différents livres, aux différentes saisons. Alors on voit bien que le livre 5 et le livre 6 sont plus courts, c'est pas qu'ils sont plus courts en temps, c'est simplement qu'il y a moins d'épisodes, donc moins d'unités. Alors visuellement on voit bien qu'il se passe des trucs, il y a certains personnages qui sont présents à certains endroits et pas à d'autres, etc. On voit bien qu'ils sont pas toujours présents avec les mêmes personnes, mais qu'est-ce que ça raconte? On pourrait très bien calculer le nombre de personnages par épisode. C'est ce qu'on appelle la diversité alpha, c'est en général ce qu'on entend quand on dit la biodiversité. La biodiversité, le nombre d'espèces qui vivent à un endroit. C'est pas très intéressant ici parce que ça varie pas beaucoup dans notre cas. Par contre, on pourrait regarder la répartition des personnages entre les différents épisodes, parce que oui, dans Kaamelott, on n'a pas tous les personnages qui sont présents dans tous les épisodes, et ça c'est intéressant à regarder. En écologie, quand on veut regarder l'agencement des espèces entre différents sites, donc ici l'agencement des personnages entre différents épisodes, on calcule ce qu'on appelle la diversité bêta. La diversité alpha, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est je prends un épisode, je compte combien il y a de personnages dedans. La diversité bêta, c'est je prends 2 épisodes et je regarde la proportion de personnages en commun et la proportion de personnages différents entre ces 2 épisodes. Et enfin, on va parler de diversité gamma, c'est le nombre de personnages total dans la série Kaamelott, ou en écologie, le nombre d'espèces totales dans un paysage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque livre, chaque saison, on va comparer les épisodes 2 à 2 et regarder la diversité bêta, c'est-à-dire les personnages en commun et les personnages pas en commun. En gros, on va regarder si ces épisodes ils se ressemblent en termes de diversité de personnages. On va calculer un indice qui s'appelle la dissimilarité de Sorensen, qu'on utilise en écologie, et c'est un indice qui va de 0 à 1, c'est un score. Quand ça vaut 1, ça veut dire que les épisodes ne se ressemblent pas du tout, ils n'ont aucun personnage en commun. Ou quand on compare 2 échantillons, 2 sites, ils n'ont aucune espèce en commun. Quand la dissimilarité de Sorensen vaut 0, on retrouve exactement les mêmes personnages dans les 2 épisodes. Et voilà le magnifique graphe que ça donne. Alors la façon dont ce graphe se lit, c'est très simple. Sur l'axe horizontal, vous avez les différents livres, et puis sur l'axe vertical, vous avez l'indice de Sorensen, donc qui va de 0 à 1. Et ce qu'on voit, c'est que plus on avance dans la série, plus l'indice de Sorensen augmente, donc plus les épisodes sont dissimilaires, sauf pour le livre 5, et je vais revenir après, j'ai pas considéré le livre 6 non plus ici. Donc plus on avance dans la série, plus les épisodes sont dissemblables, ce qui veut dire que plus on avance, moins on retrouve de personnages en commun entre différents épisodes. Et ça veut bien dire qu'il y a des histoires différentes qui ont lieu, et qu'à mesure que la série progresse, on se retrouve avec des histoires séparées et très peu d'entremêlements. Pourquoi est-ce que je dis que le livre 5 il est un petit peu à part? Bien parce que dans le livre 5, les épisodes sont plus longs. Donc forcément, comme ils sont plus longs, il y a plus de personnages, et quand il y a plus de personnages, les épisodes vont avoir tendance à se ressembler un peu plus en termes de composition de personnages, puisqu'il y a un nombre fini de personnages dans Kaamelott. Donc la saison 5, on la considère pas trop. Maintenant, il y a une question intéressante qu'on peut se poser, c'est à quoi est due cette dissimilarité? Parce qu'en réalité, il y a 2 possibilités pour que des épisodes soient différents, et je vais vous montrer tout de suite.
Ici, je vous ai pris 3 épisodes. L'épisode de référence, c'est l'épisode A. J'ai mis en rouge. L'épisode A, il contient les personnages Perceval, Caradoc, Arthur, Léodagan et Mévanoï. Et ce qu'on voit, c'est que la différence, l'indice de Sorensen entre l'épisode A et l'épisode C, et entre l'épisode A et l'épisode B, eh ben, c'est à peu près le même. 0,7, 0,8, c'est à peu près équivalent. Mais on voit bien que la dissimilarité, elle n'est pas du tout due à la même chose. Entre l'épisode C et l'épisode A, ce qu'on a, c'est que l'épisode C contient un sous-ensemble de l'épisode A. C'est-à-dire que l'épisode A contient 5 personnages, l'épisode C en contient que 2, Caradoc et Arthur, qui sont aussi présents dans l'épisode A, donc ils ont que 2 espèces en commun, 2 personnages en commun, mais voilà, c'est dû au fait que l'épisode C, c'est un sous-ensemble de l'épisode A. On dit que l'épisode C, il est niché dans l'épisode A, et ça, c'est un motif qu'on va appeler de la nestedness en écologie. De l'autre côté, la différence entre l'épisode A et l'épisode B, eh bien, elle est due à un remplacement complet, c'est-à-dire qu'on a le même nombre de personnages dans les deux groupes, mais il n'y a qu'un seul personnage en commun, puisque les personnages sont remplacés. Perceval est remplacé par Bohort, Arthur par Lancelot, etc. Et donc ici, on a un remplacement qu'on va traduire par turnover. Donc on peut essayer, nous, dans notre cas, de voir à quoi notre dissimilarité de Sorensen est due, si elle est due au fait qu'on va avoir plutôt des sous-ensembles, ou plutôt un remplacement. Et si on a plutôt un remplacement, eh bien ça veut dire qu'on a vraiment des clans qui se séparent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la dissimilarité de Sorensen, elle est composée pour partie de nestedness et pour partie de turnover. Parfois, il y a des dissimilarités qui sont expliquées que par du turnover ou que par de la nestedness. Ici, je vous ai pris la décomposition du livre 5, par exemple, où on a la dissimilarité complète qui vaut à peu près 0,8, et qui est composée pour grande partie de turnover, pour 0,75, et puis pour petite partie de nestedness, 0,05. Donc voilà, on peut comparer. Et là, vous allez voir, les résultats, ils sont assez cool. Moi, quand je les ai eus, j'étais vraiment content. En fait, on a un double motif qui est à la fois l'augmentation du turnover et la diminution de la nestedness. Et ça nous renseigne complètement sur l'histoire de Kaamelott, et ça montre bien que les mathématiques qu'on utilise en écologie sont capables de comprendre l'histoire qui se trame. Et je vais vous montrer les graphiques, vous allez voir, c'est assez net. Et le premier graphique que je veux vous montrer, c'est ce graphique-ci, c'est le graphique du turnover. Parce que je vous ai dit que la dissimilarité de Sorensen, quand elle augmentait, son augmentation, ça pouvait être dû soit au turnover, soit à la nestedness. Ici, on voit que le turnover augmente. Ce qui veut dire que plus les saisons avancent, plus on va se retrouver avec des épisodes qui sont dissimilaires en termes de composition de personnages, dans le sens où on va avoir du remplacement. Donc on a des groupes de personnages qui sont différents. Et maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que la nestedness augmente aussi. Et quand on regarde la nestedness, on voit que globalement elle diminue au cours du temps, elle augmente un petit peu au cours du livre 2, mais elle diminue au cours du temps, ce qui veut dire qu'on se retrouve de moins en moins dans la configuration où on a un petit groupe de personnes qui fait bande à part et qu'on retrouve dans d'autres épisodes. Non, là c'est pas du tout le cas dans lequel on se trouve. Et là c'est hyper intéressant parce que on voit qu'on a une dissimilarité de Sorensen qui augmente, donc on a des personnages qui sont de moins en moins communs entre différents épisodes, et en fait, cette dissimilarité, elle est due à du turnover et pas à de la nestedness. Si ça avait été dû à la nestedness, ce que ça aurait voulu dire, c'est qu'on a parfois des personnages, un petit groupe qui va faire une quête à part, et puis qui ensuite réintègre le groupe principal, et puis continue à faire partie de l'histoire. Ici, le fait d'avoir le turnover qui augmente, et la nestedness qui diminue, ça veut dire qu'on a plus motif, mais on a vraiment des clans, des groupes séparés de personnages qui sont toujours ensemble, ou plus ou moins toujours ensemble, et qui n'interagissent pas avec les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien que ici, la bêta-diversité, donc des indices d'écologie très classiques, permettent de comprendre la structure des interactions entre les personnages de Kaamelott. Bon c'est super, on a vu qu'il y avait des différences dans les interactions entre les personnages, mais est-ce qu'on pourrait voir concrètement ce qui change? Est-ce qu'on pourrait les voir, ces interactions? Eh bien oui, c'est la dernière analyse qu'on va faire, elle est vraiment beaucoup plus simple que les autres, j'ai mis le Sorensen avant parce que c'est un petit peu velu. Là on va faire une analyse en réseau, on va modéliser les interactions entre les personnages de Kaamelott le long de la série, comme un réseau. Et je vais vous montrer, en fait, on va représenter ça comme on représente un microbiote. C'est une image que vous avez tous déjà vue, et on va faire la même chose avec Kaamelott. Je vais d'abord vous expliquer rapidement comment c'est gauler un réseau, à quoi ça sert, et puis on va regarder ce qui se passe. Le réseau qu'on va construire, c'est ce qu'on appelle un réseau de co-occurrence, et vous allez voir, c'est hyper simple. Les points que vous voyez à l'écran, ce sont des personnages. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est pour chaque paire de personnages, calculer à combien ils co-occurrent. C'est-à-dire, quand on en trouve un, quelle est la probabilité de trouver l'autre.
Et il y a des moyens mathématiques de calculer cette probabilité, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, s'il y a une association qui est assez forte, c'est-à-dire que quand on retrouve souvent deux personnages ensemble, eh bien on va créer un lien entre ces deux personnages qu'on va représenter comme ça par une arête. Et les personnages, les points ici, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Donc à chaque fois qu'on retrouve une interaction, on peut tracer cette interaction, la représenter par une arête, et puis on va avoir des motifs qui vont apparaître, un réseau. Ici par exemple on a deux paires de personnages qui sont connectés séparément, et puis on peut avoir ce type de motif par exemple où on a trois personnages qui sont connectés par le truchement d'un intermédiaire. Donc c'est le type de réseau qu'on va construire, on va voir quel type d'interaction on rencontre et entre quels personnages et comment ces interactions elles évoluent au cours du temps. Et pour ça je vais vous expliquer comment j'ai construit le réseau et vous allez voir c'est pas si simple. Enfin quand je dis que c'est pas si simple en réalité c'est pas très compliqué. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les livres étaient organisés dans le temps, les épisodes et les scènes aussi. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déroulé l'entièreté de la série et j'ai aligné tous les épisodes, voire même toutes les scènes, le long de l'axe temporel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé les interactions entre les personnages à différents moments de cette ligne temporelle. Comment j'ai fait ? Eh bien, j'ai commencé par prendre les premiers épisodes, les premières scènes, j'en ai fait un paquet, et j'ai calculé là-dedans les co-occurrences, c'est-à-dire les personnages qui apparaissent très souvent ensemble, et puis j'ai aussi calculé les co-exclusions, c'est-à-dire les personnages qui n'apparaissent jamais ensemble ou presque jamais ensemble. Donc j'ai fait ça pour les premiers épisodes, et j'ai calculé ces interactions, ça m'a donné un réseau. Ensuite, je me suis décalé un petit peu dans le temps, j'ai pris des épisodes qui étaient un petit peu plus loin, avec un petit peu de superposition, j'ai recalculé un réseau, etc. Et j'ai fait ça tout le long de la série. Donc ça m'a donné une pile de réseaux, j'en ai calculé à peu près 1200, et en fait cette pile de réseaux, c'est le même réseau, mais qui se déforme dans le temps. Et on va regarder ce qui se passe, on va regarder les déformations de ce réseau dans le temps, on va voir comment les relations entre les personnages changent. Voilà le réseau à quoi il ressemble, le réseau des interactions positives dans un premier temps, donc la façon dont ça se lit c'est très simple, vous avez chaque point c'est un personnage, et quand il y a un trait entre ces personnages, ça veut dire que ces personnages apparaissent souvent dans le même épisode, dans la même scène. Vous avez quelque chose qui s'appelle étendu en haut, c'est ma façon de coder où on en est dans la série. Donc 1 c'est la saison, 0,1 c'est l'épisode et 1 c'est la scène. Donc ici, ce graphe il représente les co-occurrences entre la première scène du premier épisode de la première saison et la première scène du 13e épisode de la première saison. Donc voilà les choses qu'on a. Donc on peut le jouer et puis regarder comment ces interactions évoluent dans le temps. C'est assez rigolo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux, l'intérêt de modéliser un réseau, c'est que les réseaux, c'est un objet mathématique qui a des propriétés qu'on peut calculer et dont on peut se servir pour comprendre ce qui se passe. Donc on va pas le faire là. Et je veux juste vous montrer qu'on est capable de capturer les interactions différentes. Donc au début, sur les livres 1, 2, 3, c'est l'introduction des personnages et il se passe pas grand chose. On voit, si on veut regarder, qu'on a quand même beaucoup, je vais essayer de me déplacer un petit peu, qu'on a quand même beaucoup l'interaction qui est toujours présente entre Perceval, Caradoc, Caradoc le tavernier, et puis ici on a quelque chose qui est complet, c'est-à-dire que tous les nœuds sont connectés entre eux, entre Galcin, Lancelot, Léodagan et Bohort, ce qui correspond aux réunions de la table ronde, où on retrouve toujours ces personnages ensemble. Ici on a la Grande Ourse, mais voilà, on retrouve toujours la même chose. On arrive ici vers la fin de la saison 1, début de la saison 2, on a beaucoup de scènes où on retrouve ensemble Arthur et Guenièvre. Les scènes dans la chambre, et c'est quelque chose qu'on arrive à capturer ici. On a le duo Perceval-Caradoc et le duo Damselly-Léodagan, donc là on est sur le livre 2, il ne se passe rien d'exceptionnel dans les interactions. Ce qui est marrant, c'est que si on monte, donc là je vais arriver vers le livre 3, je suis à la fin du livre 3, on voit le tandem Elias-Merlin qui apparaît, et puis on peut monter un petit peu pour arriver jusqu'au livre 4, et là maintenant on a quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on a un triptyque Yvain-Léodagan-Damselly, et puis un duo Guenièvre-Lancelot qui sont toujours ensemble à ce moment-là, puisque Guenièvre a déménagé dans le lac. Guenièvre a déménagé dans le camp de Lancelot, et donc on arrive à le voir dans le réseau qu'il s'est passé ça dans l'histoire. On a toujours le duo Perceval-Caradoc, qui va se transformer d'ailleurs en triptyque Perceval-Caradoc le tavernier au moment où ils vont emménager pour faire leur clan à part. Je ne sais plus où on le voit. Là, Perceval, Caradoc et Fergus toujours ensemble, c'est au moment où Caradoc essaie de récupérer Guenièvre au camp de Lancelot, c'est à ça que ça correspond. Et puis,
Ensuite, on a... voilà, et ici on a le triptyque Perceval, Caradoc et le Tavernier, quand ils sont en train d'essayer de faire leur clan à part. Voilà, donc on arrive très bien à voir ça, et puis là j'ai fait jusqu'au livre 6, et au livre 6, c'est un vrai bazar, c'est très dense, on a beaucoup de personnages qui apparaissent tout le temps ensemble, dans tous les épisodes, dans toutes les scènes, donc on a ce genre de choses. Voilà, on peut regarder maintenant les interactions négatives. Les interactions négatives, c'est aussi intéressant, là c'est un peu plus difficile à comprendre parce que un trait, un lien, représente le fait que deux personnages ne se retrouvent quasiment jamais ensemble. Et ici par exemple, au début de la série, on a Léodagan et le maître d'armes qui sont quasiment jamais ensemble, mais on a aussi Arthur et le tavernier qui sont jamais ensemble parce qu'Arthur fout pas les pieds à la taverne. On a Arthur et Caradoc qui sont aussi souvent très peu ensemble parce que d'ailleurs Caradoc est beaucoup avec le tavernier, etc. Et on voit surtout, il y a un truc intéressant, qu'on a Guenièvre qui est quasiment jamais avec Lancelot. Et là c'est pareil, on peut regarder l'évolution de ces interactions négatives. Ce qui est très drôle, c'est que, enfin pas ce qui est très drôle, mais on se rend compte que quand on avance dans la série, eh bien on va voir par exemple ici Arthur qui n'est jamais avec Guenièvre. Et là on a quelque chose qui est intéressant aussi, on a une coexclusion entre Arthur et Lancelot. Donc à partir de ce moment-là, on peut voir dans la structure des interactions qu'il n'y a plus de communication entre Lancelot et Arthur puisqu'ils n'apparaissent plus dans les mêmes épisodes. C'est le moment où ils ne se parlent plus directement, Lancelot a fait ses sessions et on le voit très bien dans le réseau. Voilà, on arrive vers la fin de cet épisode qui est un petit peu particulier et que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à écrire. J'espère que vous avez vu que les outils d'écologie numérique sont pertinents pour analyser Kaamelott et les séries télé en général, parce que, en fait, les outils d'écologie numérique, ils servent à analyser comment les organismes vivent ensemble, comment ils font société. Donc c'est normal que dans le cadre de Kaamelott, ça soit adapté. Et mine de rien, dans cette vidéo, je vous ai donné beaucoup de notions d'écologie. Je vous ai parlé de diversité alpha, bêta, gamma, je vous ai parlé des indices de Sorensen, de la nessedness, du turnover, je vous ai parlé des analyses en réseau, etc. Et c'était vraiment pas simple. Et j'ai donné vraiment des bases des statistiques en écologie numérique. Et je sais que c'est pas facile à apprendre et qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, mais moi j'ai créé une chaîne YouTube quand même. De quoi? Pour les stats, j'ai créé une chaîne YouTube, moi. Le biostatisticien, ça s'appelle. J'ai été chercher des bouts de code dans tout le royaume, en Calédonie, en Carmélide, sur GitHub, sur Stack Overflow, sur des forums. J'ai fait des vidéos pour que les biologistes les regardent, ensemble. Je les ai voulues simples, pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve perdu, ou sur le carreau. C'était compliqué, alors j'essayais d'expliquer ce qu'étaient les stats pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler, pour que personne ne s'ennuie. J'ai peut-être raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Voilà, ce coup-ci c'est la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures dans ce merveilleux monde des stats que j'espère vous faire un petit peu aimer. Voilà.